Donc nous avons plusieurs dizaines de minutes pour les questions et le débat. Et donc on va commencer ce débat. J'ai peut-être pour commencer une première question pour Madame Deverlois. On connaît l'image de l'industrie chimique, on connaît également l'image de l'industrie pharmaceutique. On en parlait surtout il y a quelques années à cause du déficit de médicaments. Mais actuellement, d'après vous, cette campagne que fait Sanofi avec le sport olympique doit améliorer l'image et le rayonnement de Sanofi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne question autour de l'image. Alors, c'est pas la raison initiale, vous l'avez compris. Nous, on a voulu vraiment travailler autour des valeurs et ce que les valeurs du sport pouvaient nous apporter en interne. Mais on regarde bien évidemment l'impact que ça a en termes d'image en interne, mais aussi en externe. Donc en interne, on se rend compte que c'est extrêmement positif. Et juste quelques chiffres, je vous ai montré certains de nos programmes. Je vous ai dit, on aura 2024 volontaires. On a eu 11 000 candidatures en interne. On aura un peu moins de 300 porteurs de la torche. On a eu plus de 600 candidatures. Sur le marathon, pareil, plus de 600 candidatures. Donc en fait, systématiquement, on est dépassé presque par l'emballement nos collaborateurs pour l'événement. Et on regarde en externe parce que bien évidemment, ça nous intéresse de voir l'impact sur notre marque Sanofi. Et on voit quand on poste sur les réseaux sociaux un certain nombre de ces activités par rapport à d'autres activités qu'on peut faire qui sont plus liées à la science. C'est vrai que c'est systématiquement là où on a les meilleurs résultats en termes de likes, d'engagement sur ce type de programme. Donc clairement, ça marche. Ça marche. Donc on est content. C'était pas le but ultime, mais ça marche. En tout cas, en interne, c'était une motivation et ça marche. Et en externe, on a un effet effectivement très positif. Donc on est content. Bien. Alors nous avons aussi reçu des questions par courrier. Et donc, je ne sais pas si les gens qui ont posé les questions sont dans la salle. Le lycée Institut de la Cour de Paris a envoyé toute une série de questions. Alors, je ne sais pas si Clarisse est dans la salle. Si Clarisse est dans la salle du lycée Latour, elle est là? Alors, elle peut poser sa question. Comment est-ce que vous choisissez les sportifs que vous voulez sponsoriser ? C'est une bonne question. Alors, bon, on travaille avec une agence qui a accès aux sportifs. Donc, comme le disait Audrey, il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est vraiment la parité homme-femme, paralympique, olympique. Et ensuite, il y a un autre critère, c'est leurs engagements, leurs valeurs et leurs engagements. Donc tous les athlètes de l'équipe Sanofi ont un engagement, que ce soit sur un engagement sur la représentativité LGBT+, sur leur handicap, sur certaines valeurs et certains combats. Donc ça, c'est la première chose. Et après, et la chose aussi sur laquelle on intervient, et c'est là où je trouve que ça a une vraie valeur que des sportifs comme moi ou Chris ou d'autres, on fasse partie un peu de toutes ces discussions-là, c'est que, bien sûr, une agence de sport, elle va essayer de mettre des super athlètes qui vont gagner plein de médailles, etc. Et donc, notre rôle, c'est un peu de rappeler que non, l'olympisme, c'est pas que des champions. On les voit, les champions. En tout cas, c'est que des champions, mais en tout cas, les champions qui gagnent des médailles d'or. Mais c'est plein d'autres athlètes qui vont pas gagner. Et on a toujours tendance à beaucoup aider ceux qui vont gagner, ceux qui sont connus. Mais il faut surtout aider les autres, ceux qui sont limites pour se qualifier, ou ceux qui sont limites pour faire une finale ou pour gagner une médaille. Et donc, on a retravaillé pas mal les listes d'athlètes pour aussi pas qu'avoir des superstars, mais avoir des athlètes où on peut vraiment, dans le cadre de nos partenariats, vraiment les aider. Voilà. Merci. Une question beaucoup plus générale sur les matériaux. Par Iris, est-ce que Iris est dans la salle ? Je ne crois pas.
Donc vous favorisez quels critères pour le choix des matériaux? Plutôt la performance, la durabilité, l'impact écologique de la production? On est plusieurs à pouvoir répondre. Hein. Oula, c'est chaud. Je vais prendre ça. Oui. Non, mais ça va marcher. Piqué. Ça va marcher. Oui, vous m'entendez? Très bien. C'est toujours une question de choix aussi en fonction des applications finales. Plus fort. Plus fort. Parlez plus fort. Non, mais il ne fonctionne pas. Si. Ok, c'est moi. Ah oui, ça marche. C'est toujours parfait. C'est toujours une question de choix. En fait, aujourd'hui, on adresse beaucoup de sports, beaucoup d'applications sportives. Donc, les choix et les compromis en fonction des applications vont être très différents. On a quand même une volonté d'atteindre, je parlais d'éco-conception. On a fait 45% de nos ventes en 2023 avec des produits éco-conçus. La cible, c'est 100%. Donc, en fait, c'est un critère qui est obligatoire dans la conception de nos produits aujourd'hui. Et après, dans le choix des produits sportifs, on travaille énormément sur la performance d'usage en lien avec la sécurité des utilisateurs. Vous pouvez comprendre que pour une utilisation sur un bateau, le niveau d'adhérence attendu, il est très exigeant, que ce soit sur un produit d'entrée de gamme ou que ce soit sur un produit utilisateur expérimenté. On a des critères qui sont là plutôt liés à la sécurité et sur lesquels on va tout renforcer pour être au bon niveau de performance. Bien. Il me semble qu'il y avait aussi une question pour vous, par Romain. Romain. Alors, bonjour. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre prise de parole, Monsieur Amran. Et j'apprécie également beaucoup toutes les actions faites par Sanofi. Et du coup, je me demandais comment, et si c'était possible, de faire un stage chez Sanofi. Merci. Personne là, attends, ça marche comme ça là. Attends. Ouais. J'apprécie en tout cas le style direct parce qu'on me dit que je suis direct, mais donc quand je vois quelqu'un qui est direct, j'apprécie. Déjà, oui, ça on peut se parler juste après, avec grand plaisir. Il faut savoir juste sur l'accueil des jeunes, je pense que c'est vraiment super important pour nous. On accueille entre 1600 et 1700 jeunes tous les ans pour des stages, des VIE, des alternances. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est notre quotidien. Je regardais hier les chiffres des stages de 3e aussi. On vérifie que ça soit aussi bien représentatif sur la France, en termes aussi d'impact sur les quartiers prioritaires. Donc voilà, c'est notre quotidien. Donc il faudra juste me préciser où et l'envie d'aller découvrir quelle partie de notre industrie. Merci. Bien, merci. Une question également sur les performances. Est-ce que, par exemple, c'est Alice voulait poser une question pour savoir si, effectivement, les équipements, notamment les chaussures, avaient une influence sur les performances, c'est ça? Oui, allez-y. Non. Ah oui, ok, pardon. Alice. Est-ce que les nouveaux matériaux dans les chaussures, ils ont montré une différence pendant les compétitions? Ok, je vais répondre. Donc, ce qu'on a expliqué, Arkema, on est impliqué avec toutes les marques de sport. Decathlon est bien sûr une marque qu'on supporte, mais ce que disait June, tous les ans, on sort des nouveaux matériaux et le but, c'est d'améliorer la légèreté, le rebond, aussi les Magic Foam, la Candy. Donc, on travaille là-dessus. On parlait biomécanique. Donc la performance, elle n'est pas que sur l'être humain, mais aussi avec l'outil. Donc voilà, dans la vidéo d'Alexis, il expliquait tous les composants, les choix de chaussures, le bien-être qu'on disait. Donc Arkema, on développe tous les mêmes matériaux en collaboration avec les marques. Et même la friction, le textile, le confort. Donc si on amène du confort, légèreté et performance, donc la performance, c'est souvent au niveau du rebond, ça permet d'utiliser son énergie à bon escient pour atteindre d'autres limites. Bien. Raphaël voulait poser une question sur les raquettes de tennis.
Raphaël est là? Bon. Peut-être. Raphaël. Donc, en ce qui concerne les raquettes de tennis des professionnels, comment les matériaux du cadre ou des cordes modifient la puissance et la maniabilité sur le court? Là, c'est les composites. Hein. Merci pour cette question. Alors, je n'ai pas la réponse exacte. C'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a aussi un sujet qui est en lien aussi avec la réponse qu'on a pu faire sur les matériaux de la chaussure. Aujourd'hui, la matière contribue à la légèreté du produit, à la rigidité, et donc au renvoi aussi au renvoi de la balle. Finalement, les matériaux innovants qui sont utilisés aujourd'hui sur ces produits sportifs peuvent être les mêmes ou peuvent avoir une conception similaire. Et donc toutes les avancées qui peuvent être faites dans les matériaux aujourd'hui contribuent en fait à la performance des produits, mais de différents types de produits dans différentes applications. Oui. Non. Sur les composites, non. Pareil, nous, on est aussi dans l'application tennis de raquettes, là, avec Babola, une marque française bien connue. Ils regardent bien le cordage, mais il y a le produit, le carbone. Et si vous regardez, il y a les gourmettes. Il y a aussi pour tenir le cordage, parce que ça devient de plus en plus, on va dire, intense au niveau de la frappe de la balle. Et donc, il y a des matériaux pour le confort de l'athlète et aussi pour améliorer la rapidité d'exécution de la balle. Bien. Romain a posé aussi une question beaucoup plus terre-à-terre sur les prix. Romain. Un ostage. Ah oui. Comment on peut maintenir des prix compétitifs en assurant la qualité et la durabilité des produits, spécialement pour Decathlon? Merci pour la question. Un des points importants que j'ai expliqué pendant la présentation, qui est un peu une singularité de Decathlon, c'est de maîtriser finalement toute la chaîne de la valeur, du magasin, de l'utilisateur, du magasin jusqu'à la conception du produit. Ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui de nos concurrents sur le marché. Et ça nous permet de travailler, de mieux maîtriser les coûts parce qu'on est acteur sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Donc de maîtriser finalement les marges qui sont faites. Et c'est aussi un travail sur le long terme qui est fait avec nos fournisseurs. Les fournisseurs avec qui on travaille, ce n'est pas des fournisseurs qu'on choisit du jour au lendemain. C'est aussi, j'ai des exemples sur la chaussure où on a des fournisseurs avec qui on travaille depuis plus de 30 ans. Et donc on travaille aussi sur l'optimisation, sur l'amélioration en continu chez nos fournisseurs qui permettent d'avoir des prix qui valent en fait le prix que vous payez en magasin, qui est le prix qui est juste finalement par rapport à la performance du produit. Des freestyles comme ça. Yeah. Alors une question un peu plus chimique sur les polymères par Madeleine. Madeleine? Elle est là, Madeleine? Oui, elle est là. Une question sur les polymères. Oui. C'est quoi ici? C'est laquelle? C'était sur le thermoplastique, je crois. Oui, oui. Est-ce que l'utilisation des composites thermoplastiques, c'est un défi pour vous? Est-ce que l'utilisation des thermoplastiques est un défi? Un défi. Tout est un défi. Et surtout quand on a des donneurs d'ordre qui nous disent on veut le meilleur matériau, on veut le plus léger, incassable, etc. Et tout. Là, si on parle de composites thermoplastiques, si je comprends bien la question, c'est des composites qui normalement ne peuvent pas être recyclables. Donc avec des thermodurs, on remplace la résine par quelque chose de thermoplastique, donc du coup qui peut être fondu. Oui, la réponse est oui. Arkema est activement à la recherche de cette solution-là. On l'a fait tester déjà. On a des partenaires qui testent ces matières-là pour comparer, par exemple, notamment dans les raquettes de tennis, pour obtenir en fait, par exemple, une raquette recyclable, qui n'est pas le cas aujourd'hui, et aussi on espère, parce qu'on trouve que les athlètes, les tennismen détruisent trop de raquettes, d'avoir un composite qui serait meilleur que le composite actuel, qui est non recyclable, mais qui est du coup incassable. Voilà. Bien, merci. Il y a d'ailleurs, je crois, une application pour le recyclage des pales d'éoliennes où les thermoplastiques interviennent.
Oui, là, au niveau du sport, on fait les tennis de raquettes, mais au niveau éolien, les nouvelles palmes d'éoliennes, on travaille au recyclage. Donc à Arkema, en étroite collaboration pour recycler tous les turbines et tout ça. Donc on a un nouveau composite et on peut recycler. Donc les futures éoliennes vont normalement pouvoir être recyclées très prochainement. Bien. Alors maintenant, peut-être parole à la salle. Donc des questions? Oui, là-bas. Bonjour. Je voudrais poser une question à M. Amran au sujet de la chimie du corps humain. Auriez-vous la gentillesse de nous parler du dopage? Alors oui, bien sûr. Le dopage, ça existe. Ça a toujours existé et ça continuera à exister. Et d'ailleurs, il y a du dopage, pas que dans le sport, mais il y a beaucoup de dopage dans le monde professionnel. Il y a plein de gens qui utilisent des tas de produits. Quand vous prenez 10 cafés par jour, ça peut être une forme de dopage. Donc voilà, tout le monde a toujours pris des substances licites ou illicites pour, à un moment donné, améliorer ses performances, qu'elles soient physiques, cognitives, etc. Après, la question, c'est une question d'abord d'éthique personnelle, de valeurs. Et puis ensuite, il y a plein de règles. Par exemple, pour citer l'aviron, et la règle a changé il y a quelques années, ce que je regrette énormément, mais l'aviron, jusqu'à il y a une 10-15 d'années, si vous étiez testé positif à un produit interdit, vous étiez banni à vie. Voilà. Donc, du coup, ça calmait beaucoup de gens à se doper parce que ce n'était pas comme certains sports professionnels aujourd'hui où on est banni 4 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, du dopage, il y en a toujours eu. Ça fait partie de la chimie. Après, il y a effectivement des choses qui sont possibles, et puis des choses qui sont interdites. Et je pense que chacun doit essayer un peu de tester ce qui lui va bien. À titre personnel, par exemple, l'alimentation est très importante. Il faut absolument que je m'alimente au moins 4 heures avant une course. Sinon, avec le stress, avec la préparation, je ne digère pas bien et c'est un vrai problème. Et puis, il y a effectivement, par exemple, tout ce qui peut être excitant. Il faut en prendre un peu. Un café, par exemple, c'est bien 3-4 heures avant une course. Il faut éviter de le prendre une demi-heure avant sa course parce que ça ne va pas être génial. Donc voilà, il y a une question de se connaître un peu, de savoir ce qui fonctionne avec soi, que ce soit sur l'alimentation ou parfois l'utilisation, oui, de quelques produits qui peuvent un peu exciter et permettre d'avoir du tonique, de la tonicité cognitive ou physique. Merci, M. Amman. Une autre question maintenant, cette fois-ci pour Arkema. Bonjour. Bonjour. Depuis Organico, est-ce que la formule du Rilsan a évolué? Elle n'a pas évolué, mais la formule n'a pas changé, mais il y a beaucoup plus de grades. Donc on a fait évoluer, on a une famille de produits. On ne peut pas répondre avec un seul produit, une seule formulation. Decathlon veut un produit différent d'autres marques américaines, d'autres marques allemandes. Donc on est obligé de s'adapter. Et on oublie qu'il a bien mentionné, il y a une chaîne de valeur entre Decathlon et Arkema, on a aussi un transformateur. Et les produits, comment on parle de décarbonisation et tout ça, il y a des nouveaux procédés qui arrivent. Donc Arkema est aussi toujours à l'écoute avec les transformateurs parce qu'il y a des nouveaux procédés qui vont être révolutionnés, qui vont consommer moins d'énergie, vont être beaucoup plus verts. Et donc on développe aussi des nouveaux produits qui n'existaient pas avant, et pour des process nouveaux, comme la 3D. Voilà. Pour rebondir sur la question sur le dopage, est-ce que chez Sanofi, vous êtes au courant s'il y a des médicaments qui sont détournés de leur usage pour le dopage? Alors on n'est pas particulièrement au courant et on fait un suivi là-dessus, mais oui, il y a des médicaments qui sont utilisés et qui sont détournés. Il y a aussi très souvent des produits vétérinaires qui sont utilisés et qui sont détournés, et c'est forcément très dangereux, donc c'est totalement déconseillé. Après, juste pour compléter, donc on a une partie opiacée qui est évidemment très surveillée,
en interne. Donc là, il n'y a qu'une partie de collaborateurs qui sont ultra formés, etc. Donc avec un process renforcé de sécurité. Et puis, il faut savoir que dans le process des médicaments, il y a l'ANSM, donc l'Agence nationale, qui nous demande, et heureusement, de faire du bon usage des médicaments. Et donc, si on est au courant de mauvais usage du médicament, on doit systématiquement le remonter, c'est contrôlé, collecté, etc. Donc, il y a un process aussi national réglementaire pour signaler ce type de mésusage. Oui, autre question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si Arkema ou Decathlon faisait partie des 10% des entreprises qui font faire du sport à l'ensemble de leurs employés. J'ai entendu une émission à la radio dessus. Rien qu'ici, on voit qu'il y a plus que de 50%. Alors, on ne fait pas forcément faire du sport à nos employés. J'ai souvent la question dans mon entourage, est-ce qu'il faut être sportif pour travailler chez Decathlon? Je pense que c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Il faut partager les valeurs du sport. Partager les valeurs du sport, ça ne veut pas dire faire du sport, mais ça veut dire comprendre les besoins des sportifs, être curieux dans les différents sports. Il y a plein de sports que je ne pratique pas, mais il y a une nécessité d'être curieux dans le sport. Après, il n'y a pas d'indicateur, de performance sur nos collaborateurs, parce que déjà, je ne serais pas dedans, je pense. Mais c'est plus un partage des valeurs et pas forcément le fait d'être un sportif de haut niveau. J'ai oublié. On n'a pas de quota, il n'y a pas de... On est pas à ma connaissance, mais le travail, c'est un sport en soi. Donc nous, on fait du sport tout le temps, mais c'est pas chacun. Il n'y a pas de sport. Bien sûr, il y a des salles de sport à notre headquarter. Donc non, mais il n'y a pas de règles là, comme ça. D'autres questions là-bas au fond? Est-ce que... Non. Ouais, moi. Bonjour. Bonjour. On a vu tout à l'heure avec notre athlète paralympique que le choix de la chaussure était essentiel, il a expliqué. Donc je voulais savoir deux choses. Un, qui choisit in fine la chaussure ou tout autre accessoire, bien sûr. Est-ce que c'est l'athlète qui a le dernier mot ou est-ce que c'est les entraîneurs? Enfin, je ne sais pas. Et deuxième chose, est-ce qu'on connaîtrait des cas où on a trouvé des matériaux qui augmentent beaucoup trop les performances et auquel cas, pour l'instant, il y aurait des matériaux entre guillemets interdits, comme il y a du dopage, enfin... Alors, par rapport à la première question, en fait, je suppose que ça dépend des athlètes aussi, mais normalement, les athlètes ont le libre choix de choisir la chaussure qui lui convient le mieux. Par contre, si cet athlète est sponsorisé par une marque, il n'aura pas le droit d'aller en dehors de cette marque-là. Mais par contre, au sein de cette marque-là, il pourra choisir sa chaussure. Pour les meilleurs athlètes, ils ont même la possibilité de concevoir une chaussure à leurs pieds, spécifique à leur physionomie, à leur performance, etc. Donc ça, c'est on va dire des athlètes de très très haut niveau qui ont aussi un rapport business par rapport à la marque qui rapporte pas mal d'argent là-dessus. Par rapport à votre deuxième question, alors oui, on a déjà eu même des articles de grands journaux citer le mot Pebax, la matière Pebax par exemple, comme est-ce un dopage on va dire matériaux pour les athlètes. On s'est posé cette question-là et une des réponses en fait a été donnée par l'association World Athletics qui gère donc du coup tous les sports de l'athlétisme pour imposer en fait des règles d'utilisation de ces matières. On pourra par exemple, juste un exemple pour la semelle de la chaussure, on ne pourra pas dépasser une épaisseur de 40 mm. Parce qu'effectivement, avec les nouvelles matières, on pourrait imaginer de nouvelles conceptions, enfin de design, qui permettraient d'aller encore plus vite, plus loin, etc. Donc là, il faudrait limiter ça. Et donc du coup, il y a des règles maintenant. Les plaques carbone, c'est pareil. On ne peut pas en avoir 2 ou 3 ou 4 dans la chaussure. On est limité à une plaque carbone et ainsi de suite. Donc oui, c'est considéré, mais c'est aussi réglementé derrière. Je sais pas si... Et pour finir, nos matériaux sont disponibles à tous nos clients. Il n'y a pas d'exclusivité, on suit les lois européennes, donc avant on utilisait des matériaux, on va dire, de moins bonne qualité. Il y a 50 ans, ils couraient en sandales. On sait que maintenant, le confort, on parlait du confort,
on amène du confort, mais on n'amène pas meilleure performance. Mais par contre, l'épuisement l'épuisement à courir avec nos matériaux, il est moindre par rapport à d'autres. Mais il ne va pas courir 2 fois plus vite parce qu'il a notre matière. Donc, par contre, en utilisant le même matériau par rapport à d'autres matériaux concurrents, il perd une petite. Il n'est peut-être pas aussi rapide. Il n'a pas le meilleur outillage. Voilà. Au niveau du cyclisme, par exemple, je crois que pour le Tour de France, on impose un poids minimum. Celui de l'ordre de 6,5 kg au Grand Square, non? Oui, il y a des réglementations sur le produit en lui-même et sur la conception du produit. Pour finir et reboucler sur le sujet, il y avait eu des polémiques dans la natation il y a quelques années et des records mondiaux qui ont été retirés. Il y a aussi une polémique qui avait commencé à naître sur le monde de l'athlétisme et le marathon. Et en fait, au-delà des règles que tu as mentionnées, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les produits sportifs qui sont utilisés lors de ces événements-là, par les sportifs de haut niveau, doivent être disponibles sur le marché. Ça veut dire que tout le monde doit pouvoir accéder à la même technologie qui a un impact ou non. Il ne faut pas oublier, on parle de chaussures, mais il y a le sol. La piste athlétique, certains préfèrent courir à Tokyo qu'à d'autres de pistes, parce que les pistes ne sont pas les mêmes. Donc on sait, les sportifs de haut niveau savent quelle piste est la meilleure pour atteindre les records, et vous avez aussi le vent et tout ça. Donc c'est vraiment très encadré tout ça. Question là-bas au fond. Oui, excusez-moi. Est-ce que Sanofi, ils envisagent d'intégrer des programmes de sport ou des activités physiques dans des initiatives éducatives pour les élèves pour promouvoir une meilleure pratique des jeunes? Alors, pour être sûr d'avoir compris la question, si chez Sanofi, on a des programmes pour encourager la pratique du sport chez les jeunes? Oui. Pardon, je ne vois pas où vous êtes. Je suis en haut, en haut. Ah bah voilà, je vous cherche en haut. Alors, on essaie de promouvoir le sport de façon générale, et encore une fois, le partenariat qu'on a pour Paris 2024, c'est ça. C'est de se dire comment le sport peut être aussi un vecteur d'inclusion, et donc du coup de se dire comment on va plus vers les jeunes. Donc je citais le chiffre de 1600, 1700 jeunes tous les ans. On a un programme qui s'appelle Place d'avenir, où c'est un peu un road trip, mais on va partout en France. Et c'est pas juste, on ouvre la porte de nos sites et de nos usines. En fait, on va sur les places, à la sortie du métro, etc., où on explique quels sont les métiers de l'industrie dans la santé et spécificité. Effectivement, cette année, on s'est rendu compte que le sport est quand même pour les jeunes un vrai sujet. Donc, on a fait venir sur ces stands des athlètes, des coachs, pour discuter avec les jeunes, et du coup, au-delà de les encourager à faire du sport, bien évidemment, je pense que le bruit autour du sport encourage à faire la pratique sportive, mais ces athlètes et les coachs les ont aidés à faire leur CV, à se préparer pour les entretiens, pour postuler pour un stage, etc. Donc effectivement, on réfléchit pas mal à la place du sport pour nos collaborateurs, mais aussi pour les jeunes, et puis c'est, j'espère, en tout cas, une motivation pour eux pour nous rejoindre. Merci. Bien. On a une question, s'il vous plaît, au balcon. Ici. Oui. Bonjour. Oh my god. Les chaussures de randonnée, avant, elles avaient une durée de 10 ans. Et maintenant, elles auraient une durée de 2 ans. Y a-t-il l'obsolescence programmée? Très bonne question. Merci. Bonne question, bien joué. Alors aujourd'hui, sur la garantie de nos produits, c'est bien une garantie de 2 ans dans l'usage et la pratique du sport. Et c'est pas quelque chose qui a évolué, ça a toujours été comme ça. Et c'est plutôt une histoire de réglementation aujourd'hui. Par contre, on a un vrai enjeu, et ce qui est porté aujourd'hui par Decathlon, c'est effectivement de faire l'inverse de ce que tu peux mentionner. C'est de travailler sur l'amélioration de la durabilité de nos produits. En fait, c'est OK de vendre moins de nos produits. Peut-être de les vendre plus cher, parce qu'on va apporter des technologies qui seront différentes et qui auront un coût. Mais l'objectif, c'est de vendre moins de produits pour permettre de réduire l'impact de Decathlon sur l'environnement. Tu vas pas aller en fait faire une randonnée dans le monde de demain si on continue dans la partie dans le réchauffement climatique.
En fait, la préservation de notre terrain de jeu, il est hyper important. Si demain la planète va mal, Decathlon va mal. Et donc on est tous hyper concentrés là-dessus. Donc il n'y a pas de fin de vie programmée de nos produits. Au contraire, on cherche à améliorer la durée de vie de ces produits pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Autre question au balcon? Oui, moi j'ai une question pour Sanofi. En fait, je voulais savoir si, vu votre implication dans le sport aujourd'hui, enfin la relation que vous faites avec le monde sportif, est-ce que vous avez des travaux ou est-ce que vous développez des recherches particulières sur des maladies qui aujourd'hui, comme l'asthme par exemple, qui permettraient justement d'encourager la pratique sportive d'une façon générale? Alors exactement, c'est poser le même type de questions quand on est rentré sur tout ce sujet autour du sport. Et en fait, on s'est rendu compte que si on prend le portefeuille de nos médicaments, qui sont beaucoup dans des maladies chroniques, respiratoires, comme l'asthme, mais aussi en neurologie, dans la sclérose en plaques, dans le diabète aussi, en fait, on a quasiment sur chacune des pathologies où on intervient, un effet bénéfique de la pratique sportive. Donc en fait, on regarde, notamment avec les associations de patients, comment on peut les aider à encourager à faire du sport. Alors on n'est pas encore allé jusqu'à mesurer l'impact positif, typiquement médicaments plus sport, et voir est-ce qu'on aurait des meilleurs résultats cliniques sur les patients. Mais c'est typiquement le genre de questions qu'on s'est posées. Donc on intervient via des partenariats. Sur des grands moments sportifs. Mais effectivement, on est un peu plus en amont en train de se dire ça serait intéressant de regarder la corrélation avec des patients qui ne font pas le sport, mais c'est connu. Et donc, effectivement, on est très impliqués là-dedans. Une question là-bas à droite. Oui, j'aurais une question concernant le Rilsan. Est-ce qu'au niveau de la production chez Arkema, qu'est-ce qui différencie celui qui deviendra du Rilsan Clear de celui qui viendra du Pibax? Est-ce la masse molaire? Est-ce autre chose? Oui, alors, je ne sais pas où vous êtes. Bonjour. Donc le Rilsan, en fait, c'est un polyamide, et un polyamide avec 11 carbone, donc on l'appelle le polyamide 11. Le Pebax, c'est un élastomère thermoplastique, donc c'est un copolymère à bloc, et donc en gros, il constitue de deux types de polymères. Le polyamide et un polyéther. Et le polyamide peut être du polyamide 11, et dans ce cas-là, c'est un Pebax à base de polyamide 11, et le polyéther vient en général du pétrole. Donc du coup, le Pebax, grâce en fait à ces deux parties, donc le polyamide et le polyéther, en jouant en fait sur le ratio de ces deux types de polymères, on va pouvoir jouer sur la flexibilité, la dureté en fait de ces polymères-là. Contrairement à un polyamide 11, qui lui est le Rilsan, donc pur, juste du polyamide 11. Voilà. Merci. Ça va, oui. Bonjour. C'est une question par rapport au sponsoring. Est-ce que c'est possible de désponsoriser un joueur, par exemple, s'il a un mauvais comportement comme Benoît Paire? S'il a un mauvais comportement ouais, alors je sais pas. Non, mais alors les contrats de sponsoring sont très clairs. Hein. Il y a des contrats avec des clauses, avec des choses très précises qui doivent être respectées dans les deux sens. Donc d'abord, le sponsor, il a un certain nombre d'engagements envers la personne qui est sponsorisée. Mais la personne qui est sponsorisée, elle a aussi un certain nombre d'engagements. Donc par exemple, les 14 personnes qui font partie de l'équipe Sanofi, ils ont un certain nombre d'engagements, bien sûr éthiques, moraux, etc. Mais aussi d'engagements envers nos salariés, de venir faire des conférences, de participer à des événements, etc. Donc oui, tout ça est très contractualisé et précisé. Et bien sûr, si une des deux parties ne respecte pas ses engagements, le contrat est cassé. Merci. Au fond, encore une réponse oui, là-bas au il y a fond. une question là, ici. Vous m'entendez? Bonjour. Ah, je suis là. Bonjour. Ici. Allez-y. Allez-y. Non, ma question, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie et je voudrais savoir la partie de production qui est faite en France ou dans les pays tout à fait limitrophes. Autant chez Decathlon que chez... Arkema. C'est Marseille, bébé. Alors moi je peux dire chez Sanofi, si, le temps que vous réfléchissiez. Alors nous on a 30 à 40% de la production mondiale qui est faite en France
ça monte à 60% pour la production en Europe. Et quand on parle beaucoup de la Chine en fait, et du sourcing qui serait fait sur une zone qu'on peut considérer géographiquement peut-être comme à risque, c'est moins de 5% de nos principes actifs, donc ce qui est efficace en fait, dans le médicament, qui est sourcé en Asie. Donc on a vraiment toujours privilégié la France et l'Europe. Après, c'est vrai que si on regarde l'impact en termes de transport aussi, on regarde à être présent sur différents continents. Donc effectivement, à être, par exemple, avoir des usines en Chine, mais pour le marché chinois, avoir des usines sur le sol américain pour le marché nord-américain, etc. Donc on regarde aussi pour que ça soit équilibré géographiquement par rapport à l'utilisation des patients de nos médicaments et de nos vaccins. Je vous passe la... Oui, on se rejoint un petit peu. Hein. Nous aussi, on a nos sites de production un peu partout. Dans le monde, c'est être plus proche de nos clients, hein, des transformateurs. Les decision makers, là, ceux qui décident sont peut-être en Europe, aux États-Unis, mais il y a une bonne partie de la production en Chine. Mais on parlait du Pebax, là, la matière qui est vraiment dédiée pour le sport, hein, à base de PA11. On vient d'annoncer 40% d'augmentation de production en Normandie. Le Pebax, en fin de compte, c'est une matière globale. Elle doit faire 70% venant de France. Les 30% sont aux États-Unis. Donc on essaye de garder notre innovation et on ne veut pas aller non plus dans certains pays où on sait qu'on va être copié rapidement. Donc là, on essaye de garder la spécificité française. Voilà, donc... Avant de passer la main. Merci. Juste un autre commentaire, c'est qu'en fait, au-delà de la production, toute l'innovation et les principales innovations au niveau des matières se fait en France, en Normandie, avec le plus grand centre de recherche et de développement pour le polyamide 11 et le Pebax. Et ça, c'est vraiment très important aussi pour nous. Merci pour la question. Aujourd'hui, sur la production, en parlant plutôt de la chaussure, il y a un enjeu de production locale au plus proche de nos utilisateurs. On a des contraintes qui font que, en fait, même si on voulait faire 100%, on n'est pas en capacité de le faire à l'instant T. Parce qu'il y a aussi sur la chaussure des questions de savoir-faire qu'on n'a plus aujourd'hui en Europe, qu'on a eu par le passé, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. En termes de chiffres, pour illustrer tout ça, aujourd'hui, 30% de la production des chaussures est faite en Europe. Les chaussures vendues par Decathlon, 30% est fait en Europe. L'ambition, c'est d'atteindre beaucoup plus sur ce chiffre-là. Et pour répondre à à une partie de votre question, c'est pas uniquement lié à un sujet environnemental. En fait, le transport aujourd'hui des produits a un impact assez faible sur l'analyse environnementale complète du produit. Donc l'enjeu, c'est pas forcément de produire localement pour des questions écologiques, mais il y a tout un tas d'enjeux liés à la production locale, des questions éthiques, des questions aussi on adresse des marchés en Europe, et donc c'est aussi de donner du travail aux personnes qui travaillent dans les pays dans lesquels on vend nos produits. Et il y a aussi une notion de disponibilité pour pouvoir répondre au plus vite aux différentes attentes de nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, on part d'une ligne de départ qui est à 30%, avec des plans d'action et avec une envie de faire bien plus que ça. En Europe, la complexité, ça va être aussi d'avoir le tissu industriel qui permettra de faire tout l'ensemble des typologies de produits qu'on peut faire. Merci. Une question là-bas au fond à droite. J'ai une question pour M. Amran. Pourquoi l'aviron? Et pourquoi pas? Non, mais c'est une bonne question. C'est juste un concours de circonstances. J'ai essayé plein de sports et puis un jour, quelqu'un qui travaillait avec ma maman, son mari était entraîneur d'aviron. Il dit tiens, ça te dirait pas d'essayer l'aviron? Pourquoi pas? J'ai essayé. Pendant un an, ça m'a pas trop plu parce que c'est un sport difficile d'accès. On est sur l'eau, il fait froid, on se mouille, on se cogne les mains. Voilà, donc il faut un peu de temps, et là aussi en termes d'exigence et de discipline pour commencer à éprouver du plaisir. Mais beaucoup de pratiquants de l'aviron, une fois qu'ils ont attrapé le virus, ils ne le lâchent plus. Et donc voilà, l'aviron, ça s'est imposé à moi comme ça. Très bien. Bien, il y a une dernière question. Oui, là-bas, à gauche. Alors, bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure la composition en termes de matériaux des pales d'éoliennes, mais vous n'avez pas précisé ce qui faisait qu'avant on n'arrivait pas à encore aujourd'hui on n'arrive pas à les recycler chimiquement, et quelle innovation, quelle nouvelle technologie fait que dans le futur on arrivera à les recycler.
Alors, je ne suis pas l'expert, hein, donc déjà, je vais essayer de répondre un peu par mes collègues. Vous avez un article dans Média Chimie qui donne exactement votre réponse. Non, ouais. Allez-y, je pense que ce sera plus clair. Non, mais c'est vraiment... déjà, ce que je vous ai dit juste avant, c'est le procédé. On s'adapte au procédé. Il y a eu des procédés, on va dire, de 50 ans, on faisait le carbone de cette façon-là. Maintenant, on se rend compte, bah oui, on parle du recyclage, et ce procédé qui est actuel n'est pas adapté pour recycler. Donc là, la chimie et les transformateurs travaillent main dans la main pour pouvoir changer ce process et à la fin pouvoir recycler. L'avantage du thermoplastique qui est développé par Arkema est le fait qu'après, on peut, par action thermique, récupérer le polymère, récupérer les fibres et non plus enterrer, comme on le fait actuellement, des milliers de tonnes de pales d'éoliennes. Une dernière question, j'aimerais... Excusez-moi, j'ai une question. Oh putain. Okay. J'ai une question. Bon, allez, deux encore. Là oh, c'est horrible. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Là. Non, j'ai pas. Ok, je peux pas. Ok, pas grave. Est-ce que votre position de partenaire officiel des Jeux Olympiques découle des changements apportés aux principaux composants chimiques pour réduire votre impact environnemental? C'est une très très bonne question. Merci. Pour moi, il y a plusieurs enjeux. Forcément, le fait d'être partenaire des Jeux Olympiques, il est plutôt en lien avec le fait d'amener plus de sportifs, plus de personnes à faire du sport. Parce qu'on croit fortement au fait que le sport a des bienfaits. Et donc c'est surtout pour ça qu'on est partenaire des Jeux Olympiques. Et la question de nos matériaux et de l'environnement, elle se traite en parallèle en fait, de cette volonté-là. Mais pour moi, c'est deux sujets qui doivent aller de front, avoir plus d'utilisateurs qui vont faire du sport avec des meilleurs produits. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais que la dernière question soit posée par Paul. Question de non, géométrie. La dernière question posée par Paul, s'il vous plaît, s'il est là. Question de géométrie, s'il vous plaît. Quelle est la fonction de la forme allongée du talon et surélevée du talon par rapport au reste de la semelle? Merci. Tiens, la Pologne. Alors là, sur cette question-là, il peut y avoir beaucoup de débats parce que, alors déjà aujourd'hui, l'épaisseur du talon sur la chaussure dans les applications running, c'est ce qui course à pied, c'est ce qui nous permet de gérer la partie impact, donc sécuriser finalement le corps tout au long de la pratique. Et aujourd'hui, il y a différents types d'inclinaison du pied en fonction des chaussures, en fonction des marques, y compris dans nos gammes de produits. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt une volonté des utilisateurs dans la notion de confort, d'avoir ce qu'on appelle le drop, qui peut être variable entre 0 pour certaines chaussures dites minimalistes, jusqu'à 10 pour avoir l'inclinaison de ce pied. Le risque, c'est plutôt une adaptation du corps humain à la foulée. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur ce sujet-là qui ne donnent pas forcément de réponse en fait, sur le bon drop à avoir. La complexité, c'est plutôt un changement de drop sur la chaussure qui peut amener des complications et donc potentiellement des blessures quand on a un changement trop rapide d'un drop 10 à un drop 0. Mais il n'y a pas une notion il n'y a pas de lien avec la performance qui est dénotée aujourd'hui. Merci. Bon, je crois que nous sommes pris par le temps. Question, si et donc nous arrêtons en remerciant beaucoup.